Joliba Afternoon News. Forum Génération Égalité a tenu une conférence débat ce mercredi sur l'égalité du genre. Des précisions dans un instant. Dans le cadre du lancement des activités de la 25e session de l'espace d'interpellation démocratique, une conférence de presse s'est tenue ce mercredi 30 juin au bureau du médiateur de la République. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Joliba TV News. Le parrainat est préoccupé par la persistance de la privation de liberté des anciens présidents et premiers ministres de la transition. Il s'étonne que d'autres personnalités arrêtées à l'occasion du coup de force du 24 mai continuent à être en état d'arrestation malgré l'engagement des autorités de la transition de les libérer. Il s'indigne enfin que l'épouse de l'ancien premier ministre de la transition a été empêchée d'exercer librement sa profession. Face à cette dérive d'une dictature rampante, le parrainat élève sa voix pour dénoncer l'arbitraire des privations de liberté et exige que ces citoyens maliens soient mis en liberté. Cette situation doit être une préoccupation pour tous les Maliens et les démocrates maliens, et le parrainat salue la prise de position de l'Association malienne des procureurs et poursuivants sur le sujet. Dans l'état de droit que nous avons conquis de haute lutte et conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, partie intégrante de la Constitution du 25 février 1992, sont illégales toutes séquestrations et arrestations opérées en dehors de tout contrôle judiciaire. Le parrainat en appelle donc à la responsabilité des autorités de la transition pour mettre fin à l'arbitraire et créer un climat apaisé dans un pays meurtri. Pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga promet de faire en 6 mois ce qui n'a pu l'être 6 ans après signature. Un engagement qu'il a pris lors de la 43e session ordinaire du comité de suivi de l'accord CSA. Est-ce que le Premier ministre pourra respecter cet engagement? Aruna Salia connaît. Choguel Kokala Maïga promet de faire en 6 mois ce qui n'a pu être fait en 6 ans pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Une mise en œuvre qu'il veut intelligente. Cet engagement a été pris lors de la 43e session ordinaire du comité de suivi de l'accord. Faire en 6 mois ce qui n'a pu être fait en 6 ans relève du miracle selon beaucoup d'observateurs. Hier, président du M5 RFP, Choguel Maïga dénonçait avec virulence l'accord d'Alger qui, selon lui, contient des germes de partition du Mali. Depuis, les choses ont changé. Il est devenu Premier ministre de la transition. Cette posture d'antan avait créé une méfiance du côté de la CMA quand sa nomination se confirmait. Après une rencontre entre le président Assimi et les ex-rebelles en sa présence, la CMA a réitéré son soutien à la transition et confirme qu'elle a obtenu un gage sur l'application de l'accord. Quelle est cette garantie? La confiance semble être établie entre le Premier ministre et la CMA, mais on se demande s'il n'est pas dans l'effet d'annonce. En se référant sur le dernier rapport du Centre Carter, l'accord pour la paix est loin d'atteindre ses objectifs. Selon le même rapport, sur 85 000 combattants préenregistrés, seulement 1840 ont intégré des mécanismes d'opération et de coordination MOC. Un mécanisme de DDR en panne et un MOC-P efficace. En plus de cela, la question du DDR et de sa conduite est loin de faire consensus au sein du comité de suivi de l'accord. Ce manque de consensus entrave le processus de mise en place d'un plan d'action clair. En effet, il semble que le nombre de combattants enregistrés au DDR soit largement supérieur aux effectifs réels des groupes combattants. Le Premier ministre a promis de faire le miracle. Pourra-t-il le réussir là où Ibeka et les autres ont échoué? L'avenir nous le dira. Comme l'annoncions dans les titres, dans le cadre du lancement du Forum Génération Égalité, l'ambassade de France, en partenariat avec l'ONU Femmes et le réseau des jeunes féministes d'Afrique de l'Ouest, a organisé une conférence débat ce mercredi 30 juin à Bamako. Reportage Aminata Chektal, Aruna Saliakone. L'égalité des sexes est plus qu'un objectif en soi. C'est une condition préalable pour relever le défi de la réduction de la pauvreté, de la promotion du développement durable et de la bonne gouvernance, comme le dirait l'autre. Cette égalité tant clamée et tant revendiquée reste la plus grande inquiétude des acteurs majeurs de la lutte contre les VBG. Le monde a organisé une grande conférence en 1995, qui est la conférence de Beijing, sur les droits des femmes. À l'issue de cette conférence, il y a eu une plateforme d'action de Beijing et un plan d'action de Beijing.
Rassemblement mondial en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, le Forum Génération Égalité est accueilli conjointement par les gouvernements de la France et du Mexique. Placé sous le thème de l'autonomisation des femmes et le droit à disposer de son corps, cette conférence était l'occasion pour le réseau des jeunes féministes d'Afrique de l'Ouest de montrer une fois de plus leur engagement pour la cause des femmes et des jeunes filles stigmatisées. Nous sommes un groupement féministe d'Afrique de l'Ouest. Nous venons de Côte d'Ivoire, du Bénin, du Mali et bien d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Donc nous aidons le forum à avoir plus de visibilité en organisant des activités et en allant vers nos décideurs pour qu'il y ait plus d'engagement et d'action pour la promotion des droits des femmes. Alors que les droits des femmes courent le risque de reculer davantage avec la crise sanitaire du Covid-19 en raison de l'aggravation de la pauvreté et des actes de violence sexistes, le Forum Génération Égalité se veut un point de ralliement pour que les droits humains de toutes les femmes et les filles soient enfin réalisés. Le Forum Génération Égalité va être lancé en présence des décideurs aussi à la suite du Mexique autour de 6 coalitions thématiques qui vont concentrer l'ensemble des efforts qui seront menés dans la promotion des droits des femmes et des jeunes filles les 5 prochaines années. Des points qui serviront de parchemin et de boussole à tous les acteurs qui se battent au quotidien pour la promotion du genre. D'un sujet à un autre, dans le cadre du lancement des activités de la 25e session de l'espace d'interpellation démocratique, une conférence de presse s'est tenue ce mercredi 30 juin au bureau du médiateur de la République. Objectif, annoncer au grand public le lancement des activités de l'EID. Un reportage à Sanatou Yaya Kouaté. L'espace d'interpellation démocratique est un exercice au cours duquel les ministres sont interpellés par des citoyens sur des questions qui relèvent de la bonne gouvernance en matière de droits et libertés publiques. Adama Tchemoko Traoré, secrétaire permanent de l'EID. Nous avons convié la presse ce matin, c'est une tradition chez nous. À chaque fois que les activités de l'EID commencent, on invite la presse pour faire le lancement. Donc c'est la conférence de ce matin se situait dans ce cadre-là. Donc on a invité la presse pour d'abord faire le point des interpellations traitées au cours de la 24e session et ensuite les expliquer les raisons du report de la 25e session. Vous savez qu'en 2020, l'EID n'a pas pu être tenue. C'était en raison de la Covid-19 dont les mesures barrières ne pouvaient pas être respectées dans le contexte de l'organisation de l'EID. Selon lui, le report de la 25e session de l'EID de l'année 2020 a été marqué par l'avènement de la pandémie du Covid-19. C'est que comme on n'a pas pu tenir la session de la 25e session, c'est cette session-là que nous allons tenir en 2021. Voilà. Donc la situation, on est maintenant dans les préparatifs. Les préparatifs commencent par l'évaluation de la session précédente que nous sommes en train de faire dès demain. On a déjà tenu une première réunion de suivi. Demain, nous allons tenir une deuxième réunion et après, nous allons tenir l'atelier d'évaluation. Donc, les conclusions de ces différentes réunions vont être remises au jury d'honneur qui vont apprécier pour la préparation de la 25e. Il faut rappeler que le dépôt des dossiers d'interpellation s'effectue du 1er juillet au 30 septembre. Tombouctou Institute, en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, a organisé un colloque régional ce mercredi 30 juin 2021 à Bamako. La judiciarisation de la lutte contre le terrorisme au Sahel, défis et limites était le thème de la rencontre. Objectif de ce colloque, la lutte contre le terrorisme au Sahel. Reportage Fanta Diarra. C'est dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel que Timbuktu Institute, en collaboration avec le bureau État des droits de la Fondation Konrad Adenauer, ont choisi la ville de Bamako pour ce premier colloque. Dr Bakary Sambé, directeur de Timbuktu Institute, évoque l'importance de ce colloque. Ce colloque vise véritablement à entamer une réflexion entre les acteurs de la chaîne pénale et les défenseurs des droits humains, tout ça autour de la notion d'état de droit. Parce que quelle que soit la lutte contre le terrorisme et son efficacité, sans état de droit, sans respect des droits, l'État ne peut pas être crédible. Et donc nous avons besoin de jongler entre les impératifs de sécurité et les principes de respect des droits humains. Maître Alpha Habib Koné a aussi évoqué l'implication des avocats dans ce processus.
Pourquoi les avocats défendent les terroristes? Il faut leur répondre que tout le monde a droit à la défense. La robe est à la disposition et au service de tout le monde à condition de la solliciter. Et le plus important, ce n'est pas d'innocenter forcément les terroristes, mais c'est de s'assurer que les règles sont respectées, que la procédure est respectée et qu'en cas de condamnation, la condamnation qui arrive au bout est une condamnation qui aboutit régulièrement. Fainke Papus Sissoko, participant, a proposé quelques options pour une meilleure gouvernance. Il y a l'option militaire qui est en cours depuis des années, vous le savez. Deuxième option qu'il fallait explorer, c'est l'option développement, action citoyenne, sensibilisation, aller vers la communauté. Peut-être que troisième option, qui est l'option de la judiciarisation, c'est aussi une option très intéressante parce qu'il faut savoir réprimer souvent. Au Mali, le terrorisme continue de prendre de l'ampleur. Ces échanges apporteront une solution à ce fléau. À présent, l'image du jour consacrée à la Tour de l'Afrique, localisée dans la commune 6 du district de Bamako. La Tour de l'Afrique est majestueusement bâtie sur la place de l'Afrique qui est composée d'un monument autour duquel s'articulent des espaces extérieurs aménagés. Elle est située à Faladié au rond-point de croisement des routes nationales Bamako-Ségou, RN6, Bamako-Sikasso, RN7 et l'avenue de l'OUA d'une superficie de 2800 mètres carrés. La tour, véritable tour de révolution, est tronçonnique, haute de 46 mètres de diamètre, 10 mètres à la base et 5,40 mètres au sommet. C'est un assemblage d'éléments de type africain en général et malien en particulier. Le contexte culturel de la Tour de l'Afrique, l'approche de conception est l'interprétation de l'avènement de l'Organisation de l'Unité africaine OUA dans le langage africain en général et malien en particulier. C'est ainsi que des éléments utilisés sont issus du riche patrimoine culturel africain. À présent, l'actualité internationale avec Fanta Diarra. À Douala se trouve l'un des rares centres d'accueil pour personnes âgées du Cameroun. Le personnel de l'association Amour pour les personnes âgées du Cameroun gère le lieu depuis sa création en 2017. À cause d'un contentieux sur le partage de ses biens, Marie et Bob Ndjok, 77 ans, a été abandonnée par ses enfants. Je n'ai personne. J'ai accouché 15 enfants. Parmi les 15 ans, maman Marie ne pleure plus. Ça me fait mal. Les enfants me disent que je suis sorcière, je suis ceci, je ne sais pas. C'est l'heure du déjeuner pour les 8 habitants de la maison de retraite de Douala. Au menu du midi, d'une dolée accompagnée de manioc, un plat local, à l'origine de la référence. Florence Ndiasep, avant de diriger ce centre, a travaillé dans des hôpitaux. C'est de là qu'est né son amour pour les personnes âgées. En effet, au début du Covid-19, ce que j'ai fait, il n'y avait plus de visite dans le centre, on ne rendait plus visite. Et le personnel, j'ai mobilisé le personnel sur place. Le personnel vivait là dans le centre. Et ce qui n'était pas facile, parce que quelqu'un laissait sa maison et venait s'installer complètement dans un centre, ça n'a pas été facile. Le centre a besoin de plus de $800 par mois pour fonctionner. La demande augmente, estime-t-elle, dans un pays qui a vu l'espérance de vie passer. Selon la Banque mondiale, de 50 ans en l'an 2000 à 60 ans en 2020. Florence Ndiasep reçoit au moins 5 candidatures par mois, mais répond rarement favorablement. Le paludisme est éradiqué en Chine. Après 70 ans de lutte contre la maladie, ce pays qui recensait 30 millions de cas en 1940 n'en a signalé aucun depuis 4 ans. Une avancée majeure alors que la malaria a fait plus de 400 000 morts en 2019, majoritairement en Afrique. La Chine est le 40e territoire à obtenir cette validation de la part de l'OMS. Pékin a commencé dans les années 1950 à identifier les endroits où le paludisme s'est propagé et à le combattre avec des traitements préventifs antipaludéens
a relevé l'OMS. Le pays a également éliminé les zones favorables à la reproduction des moustiques et a développé l'utilisation d'insecticides dans les logements. Il a lancé en 1967 un programme scientifique pour trouver de nouveaux traitements qui ont mené à la découverte dans les années 1970 de l'artémisinine, principal médicament contre la maladie extrait d'une plante. Les pays ayant enregistré 3 années consécutives sans transmission locale peuvent demander une certification auprès de l'Organisation mondiale de la santé OMS pour valider leur statut de nation sans paludisme. Ils doivent accompagner cette requête d'éléments de preuve très rigoureux et démontrer leur capacité à prévenir toute nouvelle transmission. Les derniers pays en date à éradiquer cette maladie étaient le Salvador en 2021, l'Algérie et l'Argentine en 2019 et le Paraguay et l'Ouzbékistan en 2018. La Chine est le premier pays de la région du Pacifique occidental dans la nomenclature de l'OMS à recevoir cette certification il y a 30 ans. Seuls 3 pays en bénéficiaient jusqu'à présent. Il s'agit de l'Australie en 1981, du Singapour en 1982 et du Brunei en 1987. Quelques dégâts majeurs apparaissent dans une ville de l'ouest de Cuba, secouée par un séisme de magnitude 4,7. Plusieurs bâtiments ont été endommagés, provoquant leur évacuation, notamment un hôpital, mais aucune victime n'est à déplorer. Hernandez, spécialiste en orthopédie et traumatologie, était en train d'opérer une fracture de la hanche dans un hôpital d'Artemisa lorsque le séisme a frappé. Mesdames et messieurs, cette édition s'achève ainsi. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Joliba TV News. Dans un instant, la météo, l'information continue sur Joliba TV News. Joliba Afternoon News. Météo. Météo.